Les vraies voix du rugby, 20h-21h, François Trio. Bonsoir à tous, les vraies voix du rugby, c'est l'émission du lundi qui revient sur toute l'actu rugby. Au sommaire, ce soir, notre page top 14 sur Sud Radio, Gaël Dréan, la flèche toulousaine sera notre premier invité. Dans la deuxième demi-heure, ce sera le grand témoin des vraies voix du rugby, le meilleur entraîneur de l'année, meilleur entraîneur du monde, c'est Jérôme Daré, le sélectionneur de France 7. Pourquoi devenir partenaire du 15 de France? Ce sera la question qu'on posera à notre invité business ce soir, Benoît Jobert, le directeur général d'Optique 2000, nouveau partenaire du 15 de France et de la FFR. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. C'est parti pour une heure 100% rugby avec Philippe Spanghero et Yoann Huget. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir Yoann. Mais ravi de t'avoir à mes côtés, en studio, tout près. Salut Philippe. Salut les amis. Il nous manque Philippe ce soir. Hein. Oui, mais il est là et bien sûr, il sera. Je devais être là avec vous physiquement en plus, mais bon, j'ai un problème d'emploi du temps. Voilà, mais c'est la magie de la radio aussi. Et voilà, on peut être loin physiquement, mais prêt pour discuter, tout comme vous les auditeurs, au 0826 300 300 pour parler dans les vraies voix du rugby. Salut Quentin. Bonsoir François, bonsoir à tous. Alors Quentin, il arrive toujours avec ses petites infos du lundi, voilà, parce que on a repris la semaine, certains ont travaillé et n'ont pas suivi toute l'actu du ballon ovale. C'est dommage, il aurait fallu écouter Sud Radio. Voilà, stop, il n'y a pas d'infos. Il s'est passé plein de choses ce week-end, et notamment Antoine Dupont qui a été élu meilleur joueur de l'année en rugby à 7. Le sélectionneur Jérôme Daré de l'équipe de France de rugby à 7 a lui remporté le titre de trophée d'entraîneur de l'année. En rugby à 15, c'est le Sud-Africain Du Toit qui a été sacré joueur de l'année. La révélation de l'année en rugby à 15, c'est le Néo-Zélandais Wallace Sititi. Nolan Le Garec lui remporte le prix de l'essai de l'année et un trophée également remporté par la Française Marine Ménager. Ce week-end, il y aura le début du circuit mondial de rugby à 7 avec la première étape du côté de Dubaï. Et pour l'occasion, il y a un nouveau diffuseur pour le rugby à 7. C'est la chaîne L'équipe sur le live de la chaîne, mais également pour les gros matchs sur la chaîne TV de l'équipe. Voilà pour le rugby à 7. Donc c'est gratuit. C'est gratuit. En effet, on va pouvoir suivre gratuitement le rugby à 7 et ce, dès ce week-end, 5h55 pour le premier rendez-vous. C'est tôt, mais oui. bon. Yoann sera debout. Ouais, il sera peut-être à Dubaï même. À Dubaï? Ouais. Non. Bon. Non. Je serai devant ma télé comme toi. Très bien. Du changement du côté de Bourgoin, Pascal Papé n'est plus le manager du club. Il reste tout de même dans le club. Il va officier en tant que directeur sportif. Et puis pour terminer, hier soir, dans le derby francilien, le Stade français s'est imposé face au Racing 92, 40-24. Succès bonifié qui permet aux Parisiens de reprendre la 10e place du top 14. C'est Pau qui est actuellement 13e de top 14, juste devant Vannes qui est à 11 points. Quelle news tu veux mettre en avant, que tu fais ressortir là par rapport aux infos qu'on entend, Yoann, ce soir? Tout simplement la fédération, l'équipe de France qui est représentée au plus haut niveau, on va dire à l'échelle mondiale, avec le premier lieu Antoine Dupont. On commence à s'habituer, même si il faudrait pas s'habituer à des récompenses de telles, mais en tout cas on commence à s'habituer avec lui. Mais Jérôme Daré, Roman Ménager aussi qui est également dans le 15 féminin, et Nolan Le Garec pour son essai contre les Anglais. Donc voilà, ça met le rugby français en avant et on en a besoin après un passage estival un peu compliqué, mais ça fait plaisir de voir toutes ces récompenses françaises. Voilà, c'était hier soir à Monaco, les awards du rugby mondial décernés par World Rugby. Il n'y a pas lieu d'avoir la polémique soulevée par l'entraîneur argentin du Seven qui disait qu'Antoine Dupont ne méritait pas ce trophée parce qu'il n'avait fait que 3 tournois finalement, en plus des Jeux Olympiques. Ouais, mais quel tournoi? Oui, c'est clair. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'entraîneur argentin. On ne peut pas rentrer dans une polémique où il n'y a pas lieu d'être. Il rentre en finale, il débloque des situations, en demi pareil. Donc pour moi, il n'y a pas de polémique par rapport à son effet que de jouer de 3 tournois. Si ça a été le meilleur sur 3 tournois, c'est le meilleur sur une année. Et d'autres n'ont pas pris le leadership à ce moment-là. Ouais, Philippe, tu partages ou pas? Ou t'es plutôt du côté de l'entraîneur argentin ou plutôt de notre côté? Non, c'est plutôt choisis bien ton camp, Philippe. On va te retrouver. Non, mais je suis sincèrement de votre côté parce que je trouve que ces titres de meilleur joueur du monde, ils sont très partiels finalement parce que on prend pas en compte notamment les saisons régulières en club et donc c'est pour ça aussi qu'aucun Français peut figurer finalement cette année dans le choix du meilleur joueur du monde à 15. Donc partant du principe qu'on est vraiment focus sur quelques performances internationales, je vois pas pourquoi
Antoine Dupont pourrait pas prétendre au titre à 7 avec le tournoi olympique qu'il a fait, même avant ça, quelques tournois qui ont permis à l'équipe de France d'accéder au titre de champion du monde. Donc il a été un des artisans majeurs. Donc si on prend que ça en compte, il figure au même titre que tous les joueurs qui étaient en concurrence avec lui pour le titre. Voilà, on n'a pas fait la polémique quand il n'a pas eu son titre de meilleur joueur du monde en 2022 et que ça a été pris par un Irlandais alors qu'il avait rempli et coché toutes les cases. C'est vrai parce qu'on est plutôt, on a plutôt bon esprit. On garde assez de pudeur avec ça. Voilà, on parle un peu de hauteur. Il en faut quelle info toi aujourd'hui ou en tout cas du week-end, Philippe, tu veux faire ressortir? Du coup, vu qu'on a déjà parlé de ce qui nous attend ensuite, notamment avec Jérôme Daré, le réveil et le sursaut parisien du Stade Français hier, qui se donne un peu d'air au classement, qui reprend la 10e place. Et puis, on en a parlé samedi soir après le match de Pau, la section paloise qui se retrouve dans une situation un peu délicate. Heureusement pour eux, en plus, Vannes est passé à côté peut-être d'un coup magnifique. Et donc, voilà, un peu de pression supplémentaire sur les épaules de la section qu'on avait laissé quasiment au port du top 6 la saison dernière. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de tension. La section qui reçoit Lyon, je crois, ça va être le gros match du week-end. Ouais, ça va être un match dans le multi qu'on va vivre sur Sud Radio. C'est vrai que là, il y a du 8e au 13e, on va dire. Si on dit que Vannes est un peu décroché, mais c'est pas non plus, c'est pas alarmant complètement. Enfin, c'est quand même, il y a un groupe étau là très très serré. C'est très serré. On va rentrer dans la deuxième partie de championnat. Ça va être tendu. On a l'habitude avec ce top 14 que les 6e c'est pas qualifié à la dernière journée. Il y a quelques années, on savait que les 6, on savait à peu près les noms. Aujourd'hui, tout le monde peut se qualifier et c'est ce qui fait la beauté de notre championnat. Ouais. Là, j'ai pas le classement en tête. Ce qui se détache quand même un peu, qui est un peu différent, je trouve, des saisons précédentes, c'est que vraiment, il y a Toulouse quand même de façon assez récurrente tous les ans, mais là, Bordeaux sur la saison régulière colle à Toulouse, donc il y a vraiment 35 ce top pour 2. Toulouse, 33 pour Bordeaux. Ouais, il y a ce top 2 qui se détache et au-delà du plan comptable, même, on sent que c'est les équipes qui impressionnent le plus par la maîtrise, leur capacité à aller chercher des points à l'extérieur, etc. Après, il y a vraiment aussi un premier groupe étau de la 3e à la 6-7e, là. Ouais. Ça, c'est déjà un peu plus compliqué. Ensuite, il y a le deuxième groupe étau dont tu parles, dans lequel on peut quasiment intégrer Vannes, et parce qu'ils sont à 3 points de Pau, je crois, ce soir. Et donc, finalement, t'as personne qui décroche en bas, contrairement à la saison dernière où assez vite Oyo avait décroché. Enfin, les saisons précédentes, le 14e quand même décroche assez vite. Mais là, c'est un peu particulier. Un signal d'alarme sur le Racing parce que s'ils reçoivent Toulouse qui rentre dans ses rangs, Ramos, Kroos, Marchand. Ils vont pas faire le voyage à vide. Mais après, ça va être chaud pour Toulouse dans le bouillon de Créteil. Attention. Le sarcasme de notre Philippe. Mais juste pour vraiment que les auditeurs, on va dire, fichent bien les positions. 8e, le Racing, 22 points. 14e, Vannes, 11 points. Voilà, 4 points de retard sur Pau. Mais c'est vrai on ne parle pas comptablement, François. On parle dans le jeu. Voilà, où le Racing, on les sent à la peine. Hier soir, quand même, c'était, ça faisait peine à voir. Ça faisait mal au cœur sur cette première mi-temps. Elle était soporifique pour le Racing. Il n'y avait rien. Ils n'arrivaient pas à mettre la main sur le ballon. Chaque ballon tombait, essai de 80 mètres. Enfin, on se demandait, nous devant notre télé, on se disait, est-ce que c'est le Racing qu'on connaît? À l'inverse, quelque part pour eux, heureusement qu'il y a le plan comptable. Parce qu'honnêtement, quand tu regardes que le classement, c'est vraiment très loin du ressenti qu'on a en les regardant jouer. Favorable pour eux. Ouais, c'est vrai. À la fois, on va dire l'énergie, l'envie des Parisiens, enfin du Stade Français. Voilà, moi j'avais par hasard croisé une dizaine de joueurs dans un restaurant jeudi ou vendredi qui étaient entre eux. Je me suis dit tiens, ils ont l'air d'avoir envie de se mobiliser en tout cas. Voilà. Les semaines de derby comme ça, on a envie de se retrouver entre nous, de partager ces moments-là qui sont aussi importants dans la vie de groupe. C'est-à-dire que le groupe, on a l'habitude de cette phrase, mais le groupe vit bien quand on se retrouve après un entraînement, après avoir passé 2 heures ensemble, aller manger, partager ce moment un peu de repos au lieu de retrouver nos proches. C'est pas anodin. C'est vrai. Vous le faisiez, je crois. Tu le faisais. Nous, c'était un rituel. Ça s'appelait le repas du président et c'était une fois par mois. Notre ami et président Didier Lacroix nous invitait au resto le jour de repos, il me semble, le mercredi midi.
Donc voilà, on passait un bon moment. Ils choisissaient à chaque fois de très bons restaurants pour nous gâter. En contrepartie, il fallait faire un bon match le samedi. Voilà, pour vous appâter. Et en plus de ça, il y avait les rituels avant 3/4 aussi. Il y avait aussi, il y avait beaucoup de repas à Toulouse. Il y avait le mercredi le repas du président, le jeudi le repas avant 3/4. Et le samedi, on était un peu lourd. Mais ça se passait bien. Généralement, ça se passait pas trop mal. Mais non, ça prouve qu'on aimait passer du temps ensemble, et plus la journée où on était souvent dans la salle de vie à passer, au lieu de rentrer chez nous entre midi et 2, on restait au club. Ouais, il n'y a pas de secret, entre guillemets, qu'on soit pro ou dans l'ancien temps. Il faut qu'on reste ensemble et qu'on s'en apprenne à se connaître, parce qu'à Toulouse, on fait jamais de stage. Vous savez, on part jamais en stage de cohésion comme on a l'habitude de faire en début de saison. Et donc ces moments-là nous permettent de nous connaître, même s'il n'y a pas beaucoup de turnover, de passer du moment ensemble. Bon, les Toulousains qui ont aussi gentiment roulé sur Perpignan, même si... difficilement. On peut pas dire ça. 41-9. Jusqu'à la 60e, c'était compliqué. Bon, ok. Compliqué 41-9, j'imagine qu'il y a beaucoup de clubs qui aimeraient bien avoir des matchs compliqués comme ça. Allez, dans un instant, on va parler de Toulon, parce que un joueur s'est illustré dans la victoire bonifiée de Toulon face à Bayonne. C'est un joueur breton, Gaël Dréan. Voilà, un jeune joueur. Il va être avec nous dans un instant. Il a inscrit 3 essais. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour en parler avec lui. Sud Radio. Les vraies voix du rugby pour aborder toute l'actualité. Dans un quart d'heure, on parlera du rugby international, le Seven, le 15 de France. Voilà, Jérôme Daré sera notre entraîneur, le meilleur entraîneur de l'année, qui sera avec nous, sera notre invité. Et puis on parlera également un peu de business avec l'un des nouveaux partenaires du 15 de France, le groupe Optique 2000, et son directeur général, Benoît Jaubert. Pour l'heure, le top 14 a fait son retour, c'est notre page top 14. On est très heureux d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio un joueur qui s'est illustré ce week-end, c'est Gaël Dréan. Bonsoir Gaël. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct de Toulon. Voilà, toi le Lorientais de Toulon, c'est quand même assez incroyable. On va en reparler de cette trajectoire qui t'a mené du Morbihan au Var. 3 essais. Johan Huget, j'imagine que tu connais Gaël Dréan, Johan Huget. Oui, évidemment. Je suis trop vieux, on ne s'est pas croisés. Ouais. Mais bon, peut-être que ça t'a inspiré. En tout cas, que s'est-il passé pour je veux dire, éclairer comme ça ce match 3 essais, t'as même marqué quasiment un 4e qui n'a pas été accordé. T'en as fait marquer un. Bon, il y en aurait pu avoir 5 quasiment. Ce qui s'est passé, je sais pas. Je pense qu'on avait tous envie de jouer, d'envoyer du jeu. Il y a tout qui était réuni pour qu'on le fasse, donc qu'on soit à domicile, qu'on ait eu la pause, qu'on joue à 14h, qu'on joue Bayonne, une équipe joueuse aussi. Donc voilà, on va dire les astres étaient alignés, on a envoyé du jeu et on s'est fait plaisir. Johan, Gaël Dréan, il a marché sur l'eau ce week-end. Ouais, il faut profiter de ces moments-là en tout cas, parce que on a un championnat qui est très dense, les défenses sont très resserrées, donc quand on a la chance de marquer 3 essais, il faut le savourer comme il a fait. En tout cas, il a fait une très belle partie. Je pense qu'il y avait aussi l'envie de prouver, quand il n'y a pas Gabin Villiers, qui était capable de prendre le relais, et il a fait de fort belle manière. Il y avait un peu de pression à remplacer Gabin sur ce match-là, ou on n'y pense pas? Franchement, ça fait un moment que je suis là maintenant, donc voilà, je sais dans quel contexte je suis. On a l'habitude de jouer ensemble aussi, donc c'est sûr qu'il y a une concurrence. Donc à chaque match, on essaie de se donner. Donc du coup, t'es mieux à droite. Oui. Tu vas prendre la place à droite et tu vas faire basculer à gauche. Et Gabin est déjà à gauche. Moi, ça me va si je suis à droite. Voilà, bon. Philippe, peut-être une question pour Gaël Dréan, ou en tout cas une remarque, parce que c'est vrai qu'il a complètement éclaboussé le week-end de son talent. Ouais, il a éclaboussé le week-end, puis surtout avec la palette large quand même, ballon haut sur un des essais, puis ensuite la vitesse. Enfin, on a vu un peu toutes les qualités. J'ai cru revoir Johan Huget dans ses grandes heures. C'était émouvant d'ailleurs. Et non, mais plus sérieusement, moi d'abord félicitations, parce que c'est quand même un match plutôt référence pour le RCT, parce que au classement vous étiez déjà plutôt bien. Il n'y avait pas d'affolement dans le top 6, mais on sentait cette équipe un peu sur courant alternatif. Là, c'est un des matchs références, je trouve, pour vous cette saison. Et puis surtout, toi, ton parcours, il est super atypique. Et je crois que c'est
très positif pour les jeunes qui jouent au rugby et qui ont peur à un moment de décrocher, parce qu'à titre personnel, je lisais un peu ton parcours. Et donc, tu as un parcours quand même assez atypique, assez loin des sélections jeunes. Tu commences en Fédéral 3, tu es repéré en Fédéral 3 pour aller en Fédéral 1, et puis c'est Toulon directement qui vient te chercher en Fédéral 1. Ça rappelle un peu la trajectoire à la Anthony Boutier, mais vous êtes quand même peu nombreux aujourd'hui à jouer au plus haut niveau en étant passé au travers des mailles du filet comme ça. Donc quel regard tu portes sur ton parcours et quel message tu as envie de donner aux jeunes qui sont passés à côté des premières sélections et qui ont peur d'avoir tout gâché? Désolé, c'est une très longue question. Ah ouais. Même moi, je me souviens plus de la première. Ouais, c'est sûr que j'ai un parcours un peu différent parce que voilà, je passais par aucun centre de formation, etc. Après, à ma situation aussi le fait d'être en Bretagne, voilà, il n'y a pas forcément accès à Parvannes, du coup, à de clubs proches de chez soi et beaucoup de centres de formation. Le rugby est un peu moins développé, on va dire, il se développe de plus en plus. Mais oui, voilà, c'est sûr que si on rate cette encoche, voilà, vers 14, 15, 16 ans de basculer, bah, on peut toujours, je pense, le faire après par le parcours amateur, on va dire, même si quand on va aujourd'hui en national, fédéral, national 2, il y a beaucoup de joueurs professionnels, etc. Ça se professionnalise. Donc je pense que il y a plein de potentiel de jeunes dans ces niveaux-là qui pourraient éclore avec de la chance et du travail. Voilà, la Bretagne, vivier de talent. Qu'est-ce qui a fait, par exemple, que tu as débuté à Lorient? Quand on est à Lorient, on fait, j'imagine, on doit faire de la voile dès l'école maternelle. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas fait de voile et que tu as fait du rugby? C'est un peu réducteur, ça, non, François? Non, mais j'ai ma belle famille dans le Morbihan, donc c'est pour ça que j'en parle avec voilà, la culture voile est forte quand même. Voilà. Oui, le foot aussi. Oui, c'est vrai. À Lorient, notamment. Entre marins, tu veux dire? Non, le rugby, en fait, on est 3 frères à la maison. On avait voilà un peu on avait du gaz, etc. Et on est tombé dessus avec l'école, en fait. On a fait une activité avec l'école et ils nous ont fait faire du rugby avec le club du coin. Et là, on s'est dit, ok, bah là c'est pour nous. On avait fait un perso, j'avais 7 ans, je crois, 7-8 ans. Et du coup, on s'est lancé à 3 dedans et voilà, après c'était parti. Et tes 2 autres frères ont aussi joué à Lorient, au REC, enfin à Rennes ensuite, ou comme toi? À Lorient, mon grand frère, mon petit frère, il m'a un peu suivi, où il a joué aussi à Plouzané, là où j'ai joué en Fédéral 3, et il a joué aussi en espoir. Et donc là, il est en Fédéral 3 à Lorient, là, au club où on a commencé. Retourner aux sources. Donc peut-être un jour à Toulon, pourquoi pas? Et jouer ailier, vous êtes tous rapides comme ça dans la famille? On est tous ailiers, ouais. Ah, mais c'est incroyable. C'est rare des familles d'ailiers. C'est une famille d'ailiers, ouais. C'est une belle histoire. Famille d'ailiers, c'est compliqué. À la Baudin-Barrette, bon, il en faudrait un qui joue devant ou jouer à 3 ailiers derrière. Ça peut se faire, hein. On l'a fait nous aussi il y a quelques années, mais bon. C'est pas courant. Gaël, Pierre Mignoni disait c'est une fusée à l'image des ailiers de l'équipe de France. Il a dit ça dans la conférence de presse après le match contre Bayonne, la victoire de Toulon. Est-ce que dans ta tête ça trotte? Voilà, il dit pas ça par hasard. Pierre Mignoni, il voit en toi un potentiel. Après, moi déjà, s'il voit en moi ça, je jouais tous les week-ends, on va dire. Donc, je pense que ma priorité aujourd'hui, c'est Toulon, forcément. Donc, voilà, je veux jouer un maximum avec ce club parce que je m'y sens bien. Et donc, voilà, ma priorité, c'est ça pour l'instant. Voilà, parce que tu viens juste de passer pro, en fait, tu étais espoir, et là, c'est ta première saison de pro. Ouais, c'est ça. J'étais en contrat espoir depuis 2 ans, là, avant cette année. Belle histoire. Et t'as joué 10 matchs, c'est ça, la saison dernière? Parce que j'ai vu des stats, mais je suis pas sûr qu'elles soient à jour. Non, l'année dernière, j'ai joué 20 et la première saison... C'est la première année, 10 matchs. Ouais, la première, l'année dernière, 20. Et là, cette année... Tu doubles chaque année, c'est bien. 30 matchs cette année.
Et puis après, la tournée d'été l'année prochaine. Voilà, c'est écrit. Philippe est sélectionneur maintenant. Tu vois, peux lui faire confiance. On t'a fait la trajectoire, le parcours, voilà. Johan, justement, peut-être un petit conseil technique un peu d'ailier là. Qu'est-ce que tu as vu de Gaël, même si j'imagine que t'es pas là avec la vidéo, mais ce que tu perçois et ce qui pourrait même encore améliorer. Non, mais déjà ça se voit que sur ses essais, déjà il a confiance en ses cadres parce qu'il prend l'extérieur. Sur le deuxième essai, je crois, il prend l'extérieur. Alors que normalement, chaque ailier, on te dit que la ligne de touche, c'est un défenseur. Et voilà, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, confiance en ses cadres. Donc félicitations. Le timing sur les ballons offensifs, c'est pas évident. Et du coup, il a compris que voilà, avec de la vitesse, il est arrivé, il a jumpé, il a sauté sur la tête du Bayonnais. Même si je pense que à ce moment-là, la défense du Bayonnais, je sais pas qui, c'était l'ailier ou l'arrière que tu avais, enfin je sais plus, mais elle est un peu passive sur ce coup. Et je pense qu'il te laisse un peu trop monter facilement. Tant mieux pour toi, hein, mais moi je t'aurais pas fait ce cadeau-là. Mais j'avais une autre question. J'ai entendu dire que les mots de Camille Lopez vous avez un peu motivé sur ce match-là concernant on va en vacances et on revient fort. Est-ce que toi, de ton côté, tu l'as perçu aussi comme ça ? Je pense que on les a tous vus les mots, et c'est sûr que quand on joue ici à Toulon, on sait que pour les gens et pour nous c'est important Mayol et de jouer à domicile, donc c'est sûr que on fait tout pour rester invaincu chez nous, et il y en a qui ont pu s'appuyer sur ça peut-être. Ouais. Philippe, peut-être avant qu'on libère. Non, mais c'est toujours le jeu. Donc bon, toi, à titre personnel, j'imagine que l'objectif, tu l'as dit, c'est d'enquiller un maximum de feuilles de match. Et collectivement, le RCT, là, avec cette victoire, vous êtes replacé 4e. Est-ce qu'il y a plus de certitude là collective qui se crée au fil de l'eau? Est-ce que ce match y contribue? Et comment vous vivez un peu collectivement là au fil des matchs, notamment des dernières sorties qui sont quand même rassurantes sur l'adhésion au projet, quoi. Ouais, aujourd'hui en classement, on est bien, même si en une défaite, tu peux passer du podium à la 7e place, parce qu'on est tous dans un mouchoir de poche, à part les 2 premiers là. Mais oui, c'est sûr qu'un match comme celui qu'on a fait là, ça nous donne de la confiance. Et même sur le début de saison, sur les 9 premiers matchs, on n'a pas forcément su envoyer des fois du jeu. On a été un peu critiqué sur notre attaque, mais on était là, on va dire, dans les 6. Donc pour l'instant, c'est rassurant. Il faut qu'on s'appuie sur ça pour construire pour la fin de saison. Est-ce qu'il y a un ailier dans le club ou même que tu croises qui est un peu une référence pour toi et que tu prends en exemple? Pas forcément un exemple. Moi, je pense qu'il y a des aspects, des qualités de chaque ailier qu'il faut, il faut voir ce qui se fait de mieux un peu partout. Déjà rien que chez nous, avec des profils différents, avec Gabin, Wanicolo, etc. Et je pense qu'il faut prendre exemple sur un peu tout pour essayer d'être le meilleur dans le plus de domaines possible. Est-ce que tu as un petit chrono à nous donner parce que tu nous as semblé bien rapide. Est-ce que tu as un petit chrono kilomètre-heure. Ouais, kilomètre-heure. Tu montes. C'est ça. Voilà, c'est vrai. Chaque bon. entraînement. Voilà. Tu vois, moi, à mon époque, on disait un chrono, mais bon. Non, chrono, c'est fini. Est-ce que chrono, j'aurais pas, mais au GPS, j'ai fait 36,8 à Toulon. Et j'ai pas réussi à passer le cap encore. Ah, tu veux casser la barre des 37? Voilà, mais c'est pas mal, 36,8 quand même. Hein, Quand on dit que Louis Bielbarré court vite, il a qu'à s'accrocher. Hein. Voilà, c'est pour ça que Pierre Mignoni nous a parlé de la fusée Gaël Dréan. On était très heureux de t'avoir avec nous en direct sur Sud Radio pour Les Vraies Voix du Rugby, c'est l'émission du lundi. Tu vois, c'est dans une bonne ambiance en tout cas, et on est heureux de voir que le RCT est en haut du classement et que tu as permis aussi de le faire briller. Prochain match à Perpignan, ce sera ce week-end et on le vivra aussi sur Sud Radio. Merci Gaël, à très bientôt sur notre antenne. Merci à vous, bonne soirée. Allez, on se retrouve dans un instant. On va bien sûr parler de l'actu toute fraîche du rugby mondial. C'est le meilleur entraîneur de l'année. Il est français, il s'appelle Jérôme Daré. Il sera avec nous dans quelques minutes sur l'antenne de Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio. Sud Radio. Les Vraies Voix du Rugby, l'émission du lundi pour aborder bien sûr toute l'actualité du rugby. Johan Huget, bien sûr. Philippe Spanghero, tout va bien messieurs?
On est toujours là, avec toi. Toujours là, sympa. Gaël Dréan, quand même, sympa cette histoire, en tout cas, des 3 frangins qui jouent tous au même poste, ailier, c'est assez rare. On connaissait les marchands talonneurs, on a les Dréan ailier. 20h30 sur l'antenne de Sud Radio. Et notre grand témoin ce soir, il a été consacré hier meilleur entraîneur de l'année par World Rugby, c'est vous dire, meilleur entraîneur de l'année. Il est avec nous, c'est Jérôme Daré. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir à tous. Merci. Vous allez bien. Ben ouais, on est heureux de t'avoir avec nous parce que c'est vrai que hier tu as connu une consécration qui était peut-être un peu inattendue. Tu es meilleur entraîneur de l'année, mais on va dire tout rugby confondu, rugby à 15 et rugby à 7. On est d'accord? Ouais, c'est ça, c'est assez incroyable. Voilà, c'est le genre de choses, c'est une surprise quoi. Voilà, c'est cerise sur le gâteau comme on dit. Mais bon, c'est assez hors norme et je suis assez fier de ça pour le rugby à 7. C'est génial. Ouais, c'était une surprise. Enfin, une vraie surprise ou une vraie surprise ou la surprise vient bien à Monaco parce que tu auras une bonne surprise. Ouais, bon, c'est toujours un petit peu proposé, on va dire. Mais ouais, on y croit que quand ça tombe. Et ouais, c'est quand même assez gratifiant et je suis content parce que ça met en lumière tout le travail du staff et de l'équipe depuis de longues années. Donc sur une année olympique, je trouve que ça a sa place. C'est génial. Donc ces mois-là, c'est incroyable. Ça peut être tout autre entraîneur du Cerise parce que tout le monde travaille dur et tout le monde est dans un niveau de haute performance dans cet univers-là. Peut-être l'entraîneur argentin. Ouais, par exemple. Non, mais il est très bon aussi. Il est très bon aussi, ils sont tous très bons. Ça challenge en permanence, c'est un vrai jeu d'échecs et tout le monde est en quête en permanence de recherche dans des temps très courts. Donc c'est un accélérateur de particules aussi pour les staffs et les coachs, c'est incroyable. Tu as entendu Yohann Huget, Philippe Spanghero est là. Philippe, peut-être un petit mot pour Jérôme? Oui, salut Jérôme. D'abord, félicitations parce qu'on est très fiers, nous Français, de voir notre rugby mis en avant comme ça, mis à l'honneur. Donc, tu le disais, c'est vrai que c'est une belle récompense et mise en lumière pour le 7. Est-ce que tu sens que cette édition particulière là des Jeux, elle a fait changer le 7 de dimension? Parce que quand on voit qu'avec cet événement-là, tout de suite, tu prends une dimension qui dépasse même le rugby à 15, le rugby traditionnel. Est-ce que là, t'es confiant sur le fait que le 7 change un peu de dimension à partir de maintenant? Bon, alors confiant, je peux pas dire ça, mais je pense qu'il y avait un avant Paris et il y aura un après. Donc je crois qu'il y a des indicateurs de perf solides. Plus de 530 000 personnes en 6 jours dans le Stade de France, garçons-filles confondus. Voilà, une ferveur de fou. Je crois qu'il y a eu plus de 16 millions, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais de téléspectateurs pour la finale France-Fidji. Bon, qui était bien placé, bien sûr, en prime time, mais c'est assez hors norme. Donc maintenant, c'était les JO. Donc les JO, c'est une compétition à part, hors norme. On va voir comment derrière tout ça va se transformer, c'est mal axé, mais il y a déjà des réformes, des petites choses qui sont en train d'être explorées. Et bon, il faudra voir comment. Au-delà de tout ça, quand même, on voit que l'équipe se positionne. Ils ont un pouvoir aussi d'attraction pour élargir la diffusion. Donc il y a quand même plein de signaux aussi médiatiques. Ouais, je crois que les gens ont découvert, beaucoup de gens ont découvert le rugby par le prisme du rugby à 7 au moment des JO et il y a de la demande. Moi, je le ressens. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir et des gens qui sollicitent en permanence en disant où est-ce qu'on peut regarder du rugby à 7, où est-ce qu'on peut aller pratiquer du rugby ou du rugby à 7. Enfin, il y a des gens qui ont découvert le monde du rugby, qui ont pris des abonnements dans les clubs de rugby à 15 parce qu'ils ont vu le rugby au JO. Donc bon, ça c'est à ma petite échelle. Maintenant, je pense que les instances qui nous gouvernent ont dû faire certaines études et je pense que l'équipe qui nous rejoint pour suivre le série cette année a dû évaluer certaines choses, évidemment. Alors tu sais, sur Sud Radio, la radio du rugby, on aime avoir les auditeurs avec nous, les amateurs de rugby. Philippe nous appelle de Grenoble au 0826 300 300. Salut Philippe. Salut à toute l'équipe. Salut Philippe. Ouais, t'as peut-être une question, tiens, pour Jérôme Daré, meilleur entraîneur de l'année World Rugby, t'imagines? Alors déjà, très honoré de parler avec Jérôme et félicitations Jérôme pour ce titre. Moi, la question que je me posais, c'est revenir un petit peu sur les JO, mais comment en tant que toi, entraîneur, tu as réfléchi et préparé finalement cette épopée et puis avec cette victoire, je pense qu'il y avait beaucoup de pression. Comment tu l'as vécu dès le début sur toute cette année olympique? Alors, déjà, merci beaucoup pour la question, mais je pense que on pourrait y passer, je crois, la journée à répondre à cette question. Oui, j'imagine. Non, mais si je dois faire court, tu sais, je me permets de te tutoyer, mais tu sais,
à la sortie de Monaco, de la qualification olympique, quand on rate Tokyo, il y a une vraie remise en question. La première remise en question, elle a été sur ma personne. C'est-à-dire que quand tu es coach, tu es seul responsable de l'échec. Ça, c'est une vérité. Quand tu gagnes, c'est autre chose qui se traduit. C'est des joueurs qui ont bien performé avec toute la compétence holistique qu'il y a et tout ça. Mais à la sortie de Tokyo, j'ai fait un travail sur moi. Voilà, je suis allé chercher à m'évaluer, à essayer de voir quelles étaient mes forces, mes puissances, et si j'étais capable de transformer un petit peu les choses pour repartir de l'avant, puisque la Fédération française voulait continuer à travailler avec nous. On avait des indicateurs de perf qui étaient plutôt ouverts, mais bon, on avait quand même échoué. Et ça a été le premier angle d'attaque, donc avec une coach qui m'a bien soutenu dans cette démarche-là. Et après, on a réussi. Pour ma part, ce qui était important, c'était réussir de bien positionner déjà chacun des membres du staff dans son rôle et d'avoir une performance staff solide avec une ambition de contagion auprès des joueurs pour les soutenir, vraiment les accompagner vers ce qu'ils allaient être capables de faire le mieux possible, chacun dans leur rôle aussi, dans leurs compétences. Voilà, ça c'était le chemin. Et donc pour se préparer à ça, moi en tant que personne, c'était aussi d'être soutenu par la compétence de tous mes collaborateurs et surtout moi d'exceller dans mes compétences fortes que j'étais allé un petit peu explorer et qui me permettait de zoomer vers là. J'avais besoin de zoomer, pas de m'occuper de tout ce que j'avais m'occuper qui n'était pas forcément nécessaire pour aller chercher une grande performance comme ça. Donc ça nous a réussi. Il faut toujours un brin de réussite, et bien évidemment. Et voilà, c'était une aventure incroyable et avec des gens et un état d'esprit incroyable. Donc on a réussi à fabriquer ça. Fabriquer cet état d'esprit d'équipe qui nous a permis d'être porté aussi par tout ce public et qui nous a poussé vers le Graal, quoi. Vers un moment en tout cas unique, historique, qui vous unit, on va dire, et d'ailleurs Antoine Dupont en a parlé après, qui vous unit à jamais pour la vie, en tout cas cette médaille d'or, la première pour le rugby à 7 français. Est-ce que hier soir à Monaco, Jérôme, tu peux nous le dire, en coulisses, tu es allé voir Rassi Erasmus et tu lui as fait good game? Non, tu lui as pas dit? Non, mais il y a que des bons entraîneurs. De toute façon, il n'y a pas de petits entraîneurs. Souvent, on met dis-nous qu'il était dégoûté quand même. On peut quand même. Je l'ai pas vu hier soir. Voilà, mais je pense qu'il mérite tout autant. Hein. C'est un grand entraîneur. Hein. C'est un grand stratège. Voilà, de toute façon, c'est des gens qui sont sur le toit du monde aussi. Donc, ça se traduit à quoi un prix comme ça? Je sais pas trop. Voilà, mais tant mieux pour nous. Voilà, moi, je suis ravi que ce soit la version olympique du rugby qui soit valorisée déjà. Ça met aussi et ça positionne aussi ce qu'est le rugby à 7. Et puis tant mieux que ce soit la France cette année. Voilà, c'est magique. Philippe, avec Jérôme Daré, Philippe Swanguero. Rien de plus, si ce n'est qu'encore une fois, pour la première fois dans l'histoire, je crois, c'est un entraîneur de 7 qui est sacré parmi des entraîneurs à 15. Je pense que voilà, ça permet au 7 de changer de dimension. Et puis maintenant, il faut que cette équipe continue à performer pour amener des vocations chez les gamins, mais aussi, comme on en a parlé plusieurs fois, que la fédération, mais je crois qu'elle y travaille, fasse le taf pour avoir plus de moments dans la saison capable d'accueillir les gamins sur cette discipline-là, parce que c'est clairement ce qui nous manque aujourd'hui. Je pense que le rugby à 7, c'est le seul sport qui a eu autant d'impact au jeu, qui dans les faits n'existe pas, entre guillemets, d'un point de vue de la pratique traditionnelle. Et donc c'est en ça qu'il faut qu'on mette un coup d'accélérateur, parce que c'est un super vivier pour attirer des jeunes licenciés et, comme le disait Jérôme, aussi pour des familles, pour découvrir le rugby par ce prisme-là. Oui. Je suis aligné avec ce discours et il y a du travail, bien évidemment. Mais bon, moi, vous savez, je suis tombé dans le rugby à 7, moi, en 2000. Voilà. En tant que joueur, le premier tournoi que je fais, c'est Hong Kong. Quand je suis revenu à Dax à l'époque, ils me regardaient avec des yeux, de quoi tu nous parles? Et là, je me suis toujours battu pour ce jeu-là et je l'ai toujours positionné, moi, comme un vrai outil de développement au sein du club de Dax à l'époque. Et c'est des jeunes jusqu'à l'équipe professionnelle d'ailleurs. Hein. Mais c'est une vérité ce que tu dis. Et franchement, il faut qu'on arrive à franchir ce cap-là. C'est pas simple parce qu'il y a des calendriers, il y a tout un tas de choses à cadrer. Mais je crois qu'il y a des volontés. Et je crois que la réussite de toute façon de Paris 2024, elle est holistique et de toute façon. Et c'est aussi la richesse du travail qu'il y a eu avec les clubs. C'est tout ça. Et franchement, ça valorise tout notre schéma. Donc, bon, j'espère qu'on va franchir ce cap. Ouais. Moi, de toute façon, je vais pousser pour. En tous les cas, vous pouviez pas faire mieux pour impulser. Ouais, complètement. On voulait positionner le rugby à 7 dans le paysage du rugby français. Je pense qu'on est arrivé.
Et dans la sphère olympique, je crois qu'on a envoyé un petit signal aussi, donc c'est le bon augure. Voilà, il y aura un peu de pression avec la saison qui redémarre à Dubaï dans quelques jours. Philippe de Grenoble, toujours avec nous au 0826 300 300. Peut-être une autre question ou un autre point à soulever, Philippe? Non, je voudrais simplement revenir sur ce qu'a dit Jérôme, qui était hyper intéressant sur un coach qui se remet en cause et qui se prépare. Je pense que souvent, malheureusement, on oublie le rôle que peut avoir un coach, un sélectionneur sur une équipe. Et on sait que dans le rugby, le côté collectif, l'humilité que notre sport prône est très importante. Et avoir cette remarque et cette réflexion-là dans la préparation, elle est hyper importante. Et on voit ensuite que la réussite de cette équipe de France et puis du rugby à 7 en général, j'oublie pas les filles, même si les filles sont arrêtées en quart de finale, il y a aussi toute cette émulation-là qui s'est faite autour du rugby à 7. J'ai eu le plaisir d'être dans les tribunes pour voir les filles. Cet été, c'était hyper impressionnant aussi. Donc voilà, toute cette qualité finalement qui va du coach jusqu'aux joueurs et aux joueuses, c'est ça finalement qui donne envie de regarder encore plus le rugby à 7. Les médias s'y intéressent de plus en plus, tant mieux. Moi je dis bravo. Et puis voilà, avec aussi cette réussite-là au niveau de nos coachs et de nos joueurs. Voilà, c'était juste une remarque. J'ai pas de question, mais de dire bravo quoi. Et il faut continuer comme ça parce qu'on vous kiffe en fait. Merci beaucoup, j'apprécie, mais je voudrais juste dire une petite chose. J'ai souvent dit que le rugby à 7 c'était la forme humaine du rugby. Je le pense toujours, mais là je change un peu les choses. Je préfère dire maintenant que c'est un roller coaster qui fabrique la dramaturgie et à la fois le plaisir fou, quoi. Et ça, de manière très radicale. Donc ça crée des émotions incroyables. C'est ce qui en fait la beauté de ce sport et qui apprend à tout le monde, comme tu disais, l'humilité. Voilà. Tout simplement. L'humilité, effectivement. Juste un petit mot quand même sur la saison qui redémarre là, Dubaï, avec Benoît Babi, mais tu seras quand même avec l'équipe, manager, un peu, c'est le rôle qu'avait Christophe Reit pendant toutes ces années avec toi. Ouais, Christophe, parce que c'est chez les filles, voilà, et on a bien travaillé. L'objectif, c'est de travailler sur l'héritage. Donc oui, Benoît et son staff maintenant vont se lancer dans la bataille. Et bon, moi, je vais être au soutien, bien évidemment, et je vais accompagner forcément cette possibilité de transfert, on va dire ça comme ça, mais en gardant suffisamment de distance, parce que Benoît va avoir besoin de prendre aussi toute sa place et de faire valoir ce qu'il est lui, parce que c'est important qu'un manager ou un entraîneur ou un sélectionneur doit donner de sa personne et de ce qu'il est lui pour pouvoir construire un schéma de performance. Donc il va falloir être intelligent là-dessus. Donc je vais y arriver que mercredi, voilà, un peu au dernier moment. Et mon vrai chantier va être aussi de travailler avec les clubs et d'être au contact des clubs et avec forcément la Ligue nationale de rugby, la Fédération française de rugby pour essayer de consolider, d'avoir un socle dans la continuité de ce qu'on a créé avec Christophe et de continuer à essayer de faire progresser tout ce système-là. Voilà, sachant que il faut aussi que les clubs jouent le jeu, vous donnent leurs jeunes pépites pour les faire développer comme vous l'avez fait en Seven. Et là, on voit aussi les fruits avec notamment Grand Didier, Jefferson Joseph qui sont aussi désormais en top 14. Merci en tout cas, Jérôme, d'avoir été avec nous. Bravo encore. Il va être où le trophée sur la cheminée ? Alors je vais offrir à mon fils parce que c'est 7 ans de sacrifice et je pense qu'il mérite autant. Je fais un petit clin d'œil à ma femme aussi parce que s'il n'avait pas été solide à côté de moi, je pense que j'aurais pas été assez serein pour pouvoir faire ce qu'on a réussi à faire cette année, tout simplement. Voilà, donc je fais un petit clin d'œil à eux et puis je le dédie aussi à tout le staff parce que le staff n'est jamais trop mis en lumière et on met souvent les joueurs, ce qui est normal, et c'est eux qui pratiquent, ceux qui jouent. Et le staff a vraiment fait un travail de fond incroyable avec une grande performance. Et voilà. Jérôme, quand tu as trouvé la deuxième ville de Philippe Spanghero, Monaco, tu as eu le temps de visiter un peu, tu as demandé des conseils à Philippe ou... Non, mais ça a l'air pas mal quand même. Voilà, il a 2-3 adresses, Philippe, si tu veux. C'était vraiment bien, quoi. Voilà, mais j'y reviendrai. Bon, en tout cas, peut-être que Philippe y sera. Voilà. Avec plaisir. Et puis, il y a quand même pas mal de sets à Monaco. Donc, oui, c'est vrai. Du très beau set. Bah oui. Philippe, pas de réaction Si. Non, mais Jérôme, c'est avec mon frère aîné qui discute parce qu'ils ont joué ensemble à Dax. Donc
Voilà. Exactement. C'est partager quelques messages, oui. Ouais, je me souviens bien. Voilà. Allez, bon, merci en tout cas. Merci Jérôme et félicitations encore meilleur entraîneur de l'année par World Rugby. C'était hier et donc ce soir sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, on va parler du 15 de France et d'un nouveau partenaire. Pourquoi devenir partenaire du 15 de France alors que les anciens partenaires s'en vont? Bon, on va parler dans un instant avec Benoît Jobert, le directeur général d'Optique 2000, et on remercie Philippe de Grenoble de nous avoir appelé au 0826 300 300. Merci Philippe, à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Les vraies voix du rugby, notre émission rugby du lundi soir pour revenir sur toute l'actu du week-end et également se projeter sur le week-end suivant. Prendre aussi un peu de hauteur comme on le fait ce soir avec Yohann Huget, Philippe Spanghero bien sûr, pour parler un petit peu d'économie du rugby. Et Philippe en parle régulièrement sur l'antenne de Sud Radio, la radio du rugby. Pour en parler ce soir, on est ravi d'accueillir Benoît Jobert, le directeur général du groupement Optique 2000, nouveau partenaire du 15 de France et de la Fédération. Bonsoir Benoît. Bonsoir François. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Benoît, je le disais, pourquoi devenir partenaire quand certains partenaires historiques du rugby français sont partis? Je pense à GMF, Orange également qui est parti ou qui a réduit la voilure, et Optique 2000 qui apparaît là et qui est apparu pendant cette tournée de novembre. Bien sûr, on a vu l'affichage sur les terrains, du marquage et un communiqué comme quoi l'engagement d'Optique 2000 allait s'étendre également aux 15 féminins et aux moins de 20 ans. Pourquoi ce choix? Alors, une des premières raisons à ce choix, c'est qu'on a voulu enchaîner sur un sponsoring particulier qu'on a animé pendant 3 ans, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, qui nous ont bien occupés, qui nous a permis de véritablement rentrer dans le sport. Alors, Optique 2000 a été partenaire du Tour Auto pendant de longues années, mais là, on avait décidé de vraiment aller sur le sport et de porter le sport au niveau national et local. Donc pendant le CJO, on a bien réussi notre affaire et ça nous a permis vraiment de commencer à rayonner, de se positionner là-dessus. Et à partir du moment où les JO se sont terminés, on n'a pas voulu relâcher le rythme et on a cherché justement le sport, les valeurs, la proximité qui nous conviendrait le mieux. Et on a fait le tour de plusieurs fédérations, pour être franc, on en a vu une dizaine. Et le choix était évident, il était porté sur le rugby, et notamment sur le 15 de France, puisque on est un réseau des plus gros réseaux d'opticiens en France, on a 1200 opticiens, donc l'aspect local et les 1900 clubs amateurs de la fédération ont été un levier important pour nous, puisqu'on veut faire rayonner nos opticiens localement, et puis l'excellence et les performances du 15 de France, et l'idée 15 de France, je dirais, puisque c'est à la fois les hommes, les femmes et les moins de 20 ans, vont nous permettre de montrer notre marque, parce qu'il faut concéder au 15 de France de très belles audiences, d'une part, et puis un partage avec l'ensemble de nos associés qui pourront venir dans les stades, à Paris et dans les régions, et qui pourront aussi faire partager ça à leurs clients, à leurs patients, à leurs relations et à leurs familles. C'est tous ces éléments-là qui vont dans ce sens-là. Philippe Spanghero avec Benoît Jobert, directeur général d'Optique 2000. Oui, bonsoir Benoît, merci pour ces précisions. Après, on expliquait avec François que pas mal de partenaires s'étaient retirés. Alors, c'est pour des raisons diverses et variées. On peut croire que ça pourrait être lié aux actualités récentes, etc. Je crois que c'est un peu antérieur à tout ça, le retrait de ces partenaires. J'imagine que ce qui s'est passé cet été vous a pas laissé insensible, mais là, quand vous faites le bilan de la première collaboration et de ses résultats sur la tournée d'automne, la médiatisation, la médiatisation sur les matchs et puis tout ce qui s'est passé autour, en termes de mesures que vous avez, vous, d'impact, est-ce que vous êtes dans les clous de vos attentes? Ah bah écoutez, plus que ça, puisqu'il y a eu on a attaqué par les All Blacks, donc je pense qu'on a bien réussi notre coup. Alors c'était bien de gagner. Vous voyez ce que je veux dire. Cette victoire a déjà enthousiasmé en interne. Les gens ont été subjugués, puis on leur a fait un peu la surprise puisqu'on avait une convention le week-end dernier à Paris. On leur a rien dit. Le samedi soir, donc, on a mis notre marque, on a bien exposé autour de France All Black qui s'est parfaitement passé. Et le dimanche après-midi, je crois qu'il était avec vous il y a un instant, Jérôme Daré, Raphaël Ibanez, Jordan Sefo et Marianne Pasquier sont venus sur scène devant, on était plus de 600, pour faire la transition entre les médaillés d'or olympiques
et le 15 de France. Bon, ben, les gens leur ont fait une standing ovation. Donc, l'externe s'est bien passé et l'interne a été parfaitement calé pour continuer à surfer. Puis la victoire sur l'Argentine a enchaîné. Donc, là, il y a de fortes attentes pour nous et on se prépare à activer tout ça à partir de début 2025 avec des magasins qui seront habillés et des opticiens qui nous réclament maintenant les cornets de leur club amateur à proximité. Johan Huget a une question pour vous, Benoît Jobert. Oui, bonsoir Benoît, j'avais juste une simple question. Bonsoir, on m'a dit que vous aviez un lien étroit avec Antoine Dupont. Ah ben, je vois que François Trio c'est pas garder les secrets, mais ça m'étonne pas. Oui, ben écoutez, moi j'ai la chance, je suis un Gersois comme François, mais cette mafia gersoise, elle est incroyable. Voilà. Elle est incroyable. J'ai été pensionnaire à Notre-Dame de Garaison, où j'ai eu la chance d'être capitaine de l'équipe de rugby. Et je crois qu'Antoine a fréquenté Garaison et il a été aussi capitaine de cette équipe de rugby. Puis après, j'ai joué en junior à Auch. Et 24 ans plus tard, il nous a succédé avec Grégory Aldrit et Anthony Gelon. Donc, je l'ai rencontré à une nuit du rugby et on a bien sympathisé et on s'est remémoré des lieux, des sites géographiques communs et symboliques. Voilà. Mais Garaison, il paraît, ça avait la réputation d'être très strict comme établissement. Vous en gardez un beau souvenir quand même? Un excellent souvenir. Il y a beaucoup de gens qui le disent, mais vous inquiétez pas. Il y a plein de gens célèbres qui sortent de Garaison. Je vais vous en nommer un autre, c'est Jean Castex quand même. Ah oui. Il a aussi fréquenté les bandes Garaison. Et il a arbitré des matchs de rugby lui aussi là-bas. Vous voyez, donc. Il était déjà dans ses fonctions. On va les appeler pour qu'ils pensent à faire un Hall of Fame quand même, parce que ça fait des jolis noms. Ouais. Il n'y avait pas Pierre Berbizier aussi, Benoît? Pierre Berbizier aussi, bah oui. Moi j'ai succédé à Pierre Berbizier et Antoine Dupont m'a succédé, on va simplifier dire ça comme ça. C'est beau, hein. C'est pas mal. En tout cas, il y avait bien un lien. Je ne comprenais pas le lien avec le rugby Optique 2000, donc du coup, ça y est, on a trouvé le lien raccord entre tout ça. Ouais, justement. Et plus sérieusement, là, vous êtes engagé jusqu'à quand autour de l'équipe de France? 2027. On est engagé jusqu'après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde. Ça, c'est notre philosophie, c'est qu'on veut travailler sur le long terme. Les JO, on les a attaqués de 2021 à 2024. Et la Coupe du Monde, on veut aller jusqu'après la Coupe du Monde parce qu'on veut travailler dans le temps. Faire rayonner notre marque autour de la marque du 15 de France, raconter des histoires parce qu'il va se passer plein de choses d'ici la Coupe du Monde. Donc on veut les mettre en scène. On veut mettre en scène les joueurs aussi autour de situations visuelles aussi parce que dans le 15 de France il y a des gens qui portent des lentilles par exemple, il y en a aussi qui doivent porter des montures et c'est tout ça qu'on veut partager et le cultiver. Je le répète, ça c'est hyper important et étant gersois, mais c'est pas que pour ça, mais la notion de proximité dans toutes les régions de France est hyper importante et la portée nationale du 15 de France nous permet d'atteindre ça. Benoît Jobert, vous êtes directeur général, donc il faut quand même convaincre. Optique 2000, c'est un groupement, donc c'est comme une coopérative. Il faut convaincre les membres de cette coopérative. Voilà, avec toutes les affaires quand même de l'été, l'image du rugby était peut-être pas facile à vendre justement auprès du président et tout. Alors c'est une excellente question, François, et je vais vous raconter tout le détail. D'abord, c'est pas moi qui ai décidé tout ça. Effectivement, j'adore le rugby, mais ça n'a rien à voir. On a fait des études d'abord auprès de plein de fédérations et le jour, et ça je vous dis la stricte vérité, le jour où on décide au conseil d'administration d'y aller, le lendemain matin on apprend l'affaire de Mendoza. Ah oui. Donc je peux vous dire que le petit déjeuner n'a pas été le plus facile à assumer, mais on a tout de suite repris contact avec les gens de la fédération, Florian Angrid, Jérémy Deschat qui est le directeur général, et on s'est tout de suite parlé comme on se parle en rugby dans un vestiaire, on s'est parlé clairement. Donc nous, on a expliqué que on voulait de la stabilité, on voulait que les choses soient claires et, comment dirais-je, rétablies pour pouvoir s'engager. Et ce qui a été fait, les gens de la fédération ont tout de suite réagi, nous ont expliqué leur plan d'action. Aujourd'hui, on a un Florian Angrid qui a été élu de façon assez claire à la tête de la fédération. Donc on a une visibilité politique, entre guillemets. Et puis, d'un point de vue de l'affaire, je crois que c'est aujourd'hui ou demain qu'on devrait avoir le jugement final. Ben, j'espère qu'il ira dans le bon sens et que ça validera justement nos choix. Mais ça n'a jamais remis en cause en interne, avec sans trahir de secret bien sûr, mais quand même justement ce choix
que vous avez porté avec cet amour du rugby personnel. Le choix, il n'a jamais été remis en cause. Il y a eu explication de texte, parce qu'elle était nécessaire, mais ça n'a pas changé notre choix. Bon, c'est effectivement... On parle de... par exemple, on sait... Enfin, moi, je suis ça, peut-être que Philippe, toi, tu le sais mieux que moi, mais on dit que le partenariat d'Altrad, c'est à peu près 7 ou 8 millions par an. Est-ce qu'on peut quantifier, Benoît, ou en tout cas, est-ce que c'est public, le montant du partenariat d'Optique 2000? Alors, c'est pas public, c'est un peu moins qu'Altrad. On va dire ça comme ça. Oui, non, mais il y a des rangs, ce qu'on appelle en termes de visibilité, ceux qui apparaissent sur la tenue, principalement. Ça reste très oui, non, mais c'est de toute façon quelques millions par an, sans trahir de secret, parce que j'ai pas les chiffres précis, mais c'est forcément, ça se chiffre en millions. Mais après, l'enjeu, en effet, comme vous le disiez, c'est l'activation sur le territoire. Et ce qui est quand même, je pense, rassurant pour vous, encourageant, c'est l'adhésion des gens au rugby sur les territoires en termes d'activation, parce qu'un partenariat réussi, c'est un partenariat que s'approprient les équipes sur le terrain et dont ils sont fiers. Et je crois que là, cette tournée de novembre, quand même, elle vient renforcer l'affection du public pour le rugby et c'est de bon augure pour la structuration, parce qu'on le répète souvent, on est le sport qui est le plus médiatisé, qui dépend le plus des sponsors privés, parce qu'il y a peu d'économies finalement sur les droits télé, contrairement au foot particulièrement. Donc on est complètement dépendant des partenaires privés. Il faut tout faire pour qu'ils en aient pour leur argent. Même à l'équipe nationale, tu parles là, Philippe. Ouais, même en équipe nationale, c'est un peu les mêmes schémas. Parce que tu as beaucoup de sponsors sur les maillots, tu as qu'Altrad sur les maillots. Donc Non, mais il y a beaucoup de rangs quand même. Hein. Le sponsoring de la fédération, tout compris, c'est de tête, je crois que c'est 30 millions par an quand même. Donc non, tu vois, sûr. Altrad. Mais après, par exemple, le budget de la fédération, c'est à peu près 120 millions. Et les droits télé au milieu de ça, bon, bien sûr, c'est le 6 Nations qui tire ça vers le haut et puis un peu la tournée de novembre. Mais ça doit représenter même pas 10% du budget en tout. Mais vous savez, moi, maintenant que je fréquente d'un peu plus près la Fédération française de rugby, il y a un vrai état de travail de structuration qu'ils sont en train de faire. Alors, moi, j'ai eu la chance d'aller 2-3 fois aux États-Unis et d'avoir regardé d'un petit peu près ce qui se passe là-bas dans le marketing sportif. On a encore beaucoup d'efforts à faire et de retard à rattraper en France. Mais ce qu'ils sont en train de faire et les résultats qu'ils ont derrière, à mon avis, peuvent permettre d'être optimistes. Et moi, je leur souhaite de rétablir, leur bilan économique, et deux, de nous garder au meilleur niveau mondial. Donc et je pense que c'est en train de se passer. Et nous, en tout cas, on a misé là-dessus. On a misé là-dessus pour que dans 3 ans, on parle encore différemment du rugby français et de la fédération et du 15 de France. Et encore mieux, évidemment. Voilà, mais en tout cas, c'était un éclairage toujours très intéressant et on y voit très clair. Et prochaine étape pour enfoncer le clou, le sticker Optique 2000 sur les branches de lunettes de Fabien Galtier. Et là, vous avez tout gagné. Là, c'est le meilleur placement produit. On y réfléchit. Moi, j'avais une question qui fâche. Je voulais savoir si Louis Biel-Barré courait plus vite que Yoann Huget. Ah oui, largement. Moi, je suis un ariégeois. On est plus Mérins, un petit cheval de trait. Moi, là, c'est un pur sang. Enfin, ça dépend parce qu'en soirée, le cheval de trait se transforme en pur sang arabe. Il parle de soirée alors que je n'étais pas du tout là-dedans. Non, mais c'est fou, sûr. Ça. Non, mais c'est incroyable. Il n'y avait que les bouffes avec le président et les repas avec les trois quarts. Il a dit j'étais au passé. Hein. Non, mais c'est fou. Hein. Bon, les bases sont maîtrisées. Bon. En tout cas, Benoît, vous le voyez, l'ambiance est comme dans un vestiaire ici sur Sud Radio le lundi soir dans la voie du rugby. Merci en tout cas Benoît Jobert, directeur général du groupement Optique 2000, pour nous avoir éclairé sur ce nouveau partenariat pour le rugby français. On va se retrouver bien sûr dès vendredi avec la Pro D2, 12e journée, Béziers-Agen notamment, Grenoble-Colomiers, le top 14 ce week-end sur Sud Radio. Tout de suite, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Merci à tous, merci Quentin.